Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Nigeria, 2 États du Sud veulent rendre la vaccination obligatoire pour accéder aux lieux publics. L'objectif est d'accélérer la campagne contre le Covid-19 dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Plus de 7000 écoles ont été endommagées dans le conflit dans le nord de l'Éthiopie. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation, estimant que plus d'1 million d'élèves ne pourront pas suivre les cours dans plusieurs régions. Et puis, le chef du principal parti d'opposition tanzanien comparaissait ce mardi devant la haute cour à Dar es Salaam. Il faisait face à des accusations de terrorisme, une affaire qualifiée de politique par son parti. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. 2 États du sud du Nigeria veulent rendre la vaccination obligatoire pour accéder aux lieux publics et aux rassemblements. Le but visé est d'accélérer la campagne contre le Covid-19 dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants. Détail. Pour endiguer la recrudescence de l'épidémie, plusieurs pays européens ont déjà introduit des passes sanitaires ou des passeports vaccinaux qui ont déclenché des protestations en France et en Italie ces dernières semaines. L'introduction de mesures similaires au Nigeria sera compliquée dans un pays qui a reçu moins de 10 millions de doses de vaccins pour une population de plus de 200 millions d'habitants. La semaine dernière, le gouverneur de l'État d'Edo, Godwin Obaseki, a donné aux habitants jusqu'à mi-septembre pour se faire vacciner, sous peine de se voir interdire l'accès à certains lieux, notamment les banques, les réceptions privées, les églises et les mosquées. Nous avons pris des dispositions adéquates avec les agences de sécurité pour empêcher toute personne ne possédant pas de carte de vaccination d'accéder à ces lieux, a déclaré Godwin Obaseki. Mais lundi, seuls 2,8 millions de personnes avaient reçu une première dose dans tout le pays, selon l'Agence nationale en charge du programme de vaccination, qui a salué l'exemple montré par le gouverneur de l'État d'Edo pour pousser la population à se faire vacciner. Suite à l'annonce du gouverneur, des manifestants ont protesté lundi dans la rue de Benin City, la capitale de l'État, en brandissant des banderoles et en scandant des slogans anti-vaccins. Le Nigeria enregistre officiellement 191 805 infections et 2455 décès depuis février 2020, mais les chiffres réels sont probablement bien plus élevés, en partie à cause des faibles taux de dépistage. Un autre État du sud du Nigeria, Ondo, a également donné 2 semaines aux habitants pour se faire vacciner. La preuve de la vaccination sera la condition pour accéder aux lieux publics, aux églises, aux mosquées, a déclaré le ministre de l'Information de l'État, Donald Ojogo, aux médias locaux. Et toujours sur le plan sanitaire, des scientifiques sud-africains surveillent un nouveau variant du coronavirus possédant un taux de mutation inhabituel et dont la fréquence a graduellement augmenté ces derniers jours. C'est ce qu'a donc indiqué l'Institut national des maladies. Le variant, connu sous le nom de C12, a été signalé depuis une semaine par la plateforme de recherche, d'innovation et de séquençage du KwaZulu-Natal dans une étude pas encore publiée. Alors que la majorité des infections par le Covid-19 en Afrique du Sud sont actuellement provoquées par le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde, C12 a attiré l'attention des scientifiques car il mute presque 2 fois plus vite que les autres variants déjà observés. Jusqu'ici, C12 a été détecté dans toutes les provinces sud-africaines ainsi qu'ailleurs dans le monde, notamment en Chine, à Maurice,
en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Il n'est cependant pas assez fréquent pour être qualifié de variant digne d'intérêt ou de variant inquiétant, comme le sont les variants Delta et Beta apparus en Afrique du Sud en 2020, tous deux très contagieux. Les scientifiques de l'Institut national des maladies transmissibles d'Afrique du Sud, NICD, assurent lundi que C1.2 n'est présent qu'à de très faibles niveaux et qu'il est trop tôt pour déterminer son évolution. À ce stade, nous n'avons pas de données expérimentales pour confirmer comment il réagit en termes de sensibilité aux anticorps, a expliqué une chercheuse au NICD. Mais nous avons une confiance considérable dans le fait que les vaccins distribués en Afrique du Sud continueront de nous protéger contre les cas graves et la mort, a-t-elle ajouté. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain, avec 2,7 millions de cas recensés jusqu'ici, dont 81 830 ont été fatals. Le variant Beta est à l'origine d'une deuxième vague de contamination qui a touché en décembre et janvier le pays, désormais confronté à une troisième vague dominée par le variant Delta. La mission de l'ONU au Mali s'est inquiétée début de semaine de l'aggravation des violences contre les civils. Ces violences sont imputables aux groupes djihadistes qui poursuivent leur progression vers le sud, mais aussi à des milices communautaires et à l'armée. Dans son rapport trimestriel couvrant avril, mai et juin, la Division des droits de l'homme de la MINUSMA a dénoncé l'aggravation des violences contre les civils. Elle a également noté que par des accords dits de non-agression ou de réconciliation, les djihadistes imposent leur version rigoriste de l'islam dans certains secteurs du centre du pays. Selon le rapport, entre avril et juin, au moins 527 civils ont été tués, blessés ou enlevés, disparus, soit une augmentation globale de plus de 25% par rapport au premier trimestre, la plupart dans le centre. L'ONU a indiqué que 54% des personnes tuées, blessées et enlevées l'ont été par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, liés à Al-Qaïda et d'autres organisations djihadistes comme le groupe État islamique au Grand Sahara. Le rapport dénombre 156 enlèvements attribués aux djihadistes, visant en particulier des personnes considérées ou perçues comme étant des informateurs ou proches des forces maliennes et ou internationales. Les habitants des zones contrôlées par ces groupes ou ayant conclu des accords avec eux ont certes subi moins d'atteintes à leur intégrité physique, mais au prix du versement d'un impôt sur le bétail, les commerces et les récoltes, et de l'obligation du port du voile pour les femmes et les filles, sous peine de flagellation selon le rapport. Les milices et groupes d'autodéfense à base communautaire, tels que le groupe de chasseurs d'Ogondana Ambasagou, sont tenus pour responsables de 20% des exactions. Plus de 7000 écoles ont été endommagées par le conflit dans le nord de l'Éthiopie, précisément au Tigré. C'est ce qu'a donc annoncé le ministère de l'Éducation, qui précise que 1,42 million d'élèves ne pourront pas suivre les cours cette année dans plusieurs régions, à savoir celles de l'Afta et de l'Amara. Le nord de l'Éthiopie est plongé dans les combats depuis novembre, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée au Tigré pour destituer les autorités locales dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. Cette intervention répondait selon lui à des attaques contre des camps militaires fédéraux orchestrés par le TPLF. Le prix Nobel de paix 2019 avait promis une victoire rapide, mais le conflit s'est enlisé et fin juin, les forces pro-TPLF ont repris le contrôle de l'essentiel de la région, puis poursuivi leur offensive dans les régions voisines de l'Amara et de l'Afar. À la suite de la guerre futile du TPLF dans le nord de l'Éthiopie, dans les régions du Tigré, de l'Afar et de l'Amara, plus de 7000 écoles ont été entièrement, certaines partiellement endommagées, a déclaré le ministère éthiopien de l'Éducation, Getachew Mekuria, lundi sur Twitter. Plus de 1,42 million d'élèves ont déjà été déscolarisés au Tigré ou le seront en Afar ou Amara, a-t-il ajouté, qualifiant la situation de très triste. Le TPLF n'a pas répondu dans l'immédiat à ces accusations qui n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. L'extension du conflit a aggravé la crise humanitaire. Plusieurs agences et ONG déplorent les difficultés à accéder aux populations. Jeudi déjà, l'Agence humanitaire des Nations Unies, OCHA, a déclaré que les convois d'aide vers le Tigré s'étaient pratiquement arrêtés depuis le 20 août, aucun camion ne pouvant pénétrer dans la région où 400 000 personnes vivent dans des conditions de famine au Tigré selon l'ONU.
Selon OCHA, au moins 5,2 millions de personnes, soit plus de 90% de la population du Tigré, dépendent de l'aide extérieure. Le chef du principal parti d'opposition tanzanien comparaissait ce mardi devant la haute cour de Dar es Salaam pour faire face à ces accusations de terrorisme, une affaire qualifiée de politique par son parti. Le président du parti Chadema, Freeman Mbowe, et ses partisans accusent la police de l'avoir torturé en garde à vue pour le forcer à faire une déclaration lors du procès qui s'est ouvert sous haute sécurité, la plupart des journalistes étant bannis de la salle d'audience par la police. Freeman Mbowe est en détention depuis le 21 juillet, date à laquelle il a été arrêté avec d'autres hauts responsables du parti Chadema après avoir appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. L'homme de 59 ans est accusé de financement du terrorisme et complot terroriste. Lors de leur comparution devant un tribunal de Dar es Salaam hier lundi, Mbowe et ses 3 co-accusés ont accusé à leur tour le parquet de lire des déclarations dictées sous la contrainte, selon l'avocat de Mbowe, Peter Kibatala. La défense a déclaré avoir déposé une requête demandant l'abandon des charges et l'annulation du procès, accusant implicitement la présidente Samia Suluhu Hassan de s'être mêlée de l'affaire. La semaine dernière, le gouvernement, invoquant les restrictions sanitaires, a défendu aux diplomates étrangers d'assister au procès sans en avertir le ministère des Affaires étrangères. Des représentants des ambassades britanniques et américaines étaient présents à l'audience de mardi devant le tribunal de Dar es Salaam, à laquelle ont également assisté des hauts responsables du parti Chadema. Entendu début semaine au procès dit de la dette cachée, un des plus gros scandales de corruption au Mozambique, Ndambi Gebuza a nié les faits qui lui sont reprochés. Le fils de l'ex-président mozambicain est accusé d'avoir touché plusieurs millions de pots de vin pour jouer donc les facilitateurs auprès de son père. Couvert de manteau noir qui cachait mal sa combinaison orange de prisonnier, le fils de l'ancien chef de l'État mozambicain est apparu fatigué devant le tribunal installé dans l'enceinte d'une prison de Maputo. En détention provisoire depuis 2 ans et demi, il s'est présenté accompagné d'un médecin. Accusé d'avoir reçu plusieurs millions d'euros pour convaincre son père président de signer des contrats avec le groupe de construction navale Privinvest, Ndambi Gebuza a nié les faits. Armando Gebuza, à la tête du pays d'Afrique australe de 2005 à 2015, et aujourd'hui âgé de 78 ans, assistait à l'audience. En costume gris, il a pris des notes pendant l'audition de son fils. L'ex-président mozambicain doit témoigner dans les prochains jours. Interrogé sur des rencontres avec des hommes d'affaires et des agents du renseignement au centre de l'affaire, ainsi que sur des déplacements à l'étranger sur des chantiers navals, Ndambi Gebuza a invoqué des trous de mémoire. Je n'ai pas une mémoire d'éléphant. Lors d'une audience la semaine dernière, un agent du renseignement mozambicain, Cipriano Mutota, a avoué avoir touché des pots de vin. Dans ce procès qui doit durer près de 2 mois, 19 personnes proches du pouvoir sont accusées de chantage, faux, détournement de fonds et blanchiment pour des montants de plusieurs millions d'euros. L'actuel président mozambicain Filipe Nyusi est également mis en cause dans cette affaire, accusé d'avoir perçu des commissions occultes sous forme de contribution à sa campagne électorale en 2014. Ce scandale dit de la dette cachée est à l'origine de plusieurs autres procédures judiciaires en Suisse et au Royaume-Uni. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.